Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va parler du stress et plus précisément du stress aigu. Donc on va d'abord définir le stress. Le stress, c'est une réaction physiologique, comportementale et psychique qui est stéréotypée et qui n'est pas spécifique de l'agent stresseur. L'agent stresseur, c'est le facteur source du stress. Donc il peut être social, physique, biologique ou chimique. Et ce stress, il existe sous différentes façons. Il y a le stress aigu et le stress chronique. Et le stress qui nous intéresse et qu'on va étudier, c'est le stress aigu. Le stress aigu correspond donc à l'ensemble des réponses adaptatives de l'organisme, c'est-à-dire les réponses physiologiques, comportementales et psychiques, qui sont nécessaires à la survie de l'individu face aux agents stresseurs. Donc, ce qu'on entend par le mot survie, c'est-à-dire toutes les réactions qui se déclenchent face à un événement inopiné. Et du coup, ce stress aigu ne dure pas dans le temps, contrairement au stress chronique. Donc le stress aigu se caractérise par une première phase qu'on appelle phase d'alerte. Donc suite à un stimulus extérieur, il y a une partie du lobe frontal qu'on appelle cortex préfrontal qui analyse l'information. Ensuite, le cortex préfrontal stimule le système limbique. Le système limbique regroupe l'hippocampe et l'amygdale, qui sont deux structures du cerveau et qui sont impliquées dans la mémorisation pour l'hippocampe, donc ce qui interviendra par exemple pour le stress chronique. Et il y a également les émotions pour l'amygdale, qui peut intervenir celle-ci dans le stress aigu. Ce cortex préfrontal va ensuite activer par voie nerveuse l'hypothalamus, puis le locus coruleus, qui est un groupe de neurones du tronc cérébral. Ce locus coruleus va activer le système nerveux sympathique. Donc c'est un système nerveux d'alerte. Le message nerveux qui se propage dans ce système d'alerte va stimuler le cœur et les poumons. Il va donc y avoir une augmentation très rapide de la fréquence cardiaque. En seulement quelques secondes, les deux glandes surrénales, qui sont des glandes endocrines et qui sont situées au-dessus des reins, reçoivent l'information par innervation sympathique. Puis les cellules chromaffines des médullosurrénales, qu'on peut voir sur le schéma, vont, suite au message nerveux, déclencher l'exocytose d'adrénaline dans le sang. Cela aura pour effet d'augmenter la glycémie, donc cette augmentation se fait par glycogénolyse. Il y a donc moins de glycogène hépatique dans le foie. Et du coup, cette augmentation de la glycémie traduit une mobilisation des ressources énergétiques pour faire face à l'agent stresseur. Cela va également induire une réaugmentation de la fréquence cardiaque, mais également du débit cardiaque, de la pression artérielle, de la ventilation pulmonaire. Ce qui veut dire que tous les paramètres cardiovasculaires sont modifiés. La libération d'adrénaline va également permettre la dilatation pupillaire, donc pour mieux percevoir l'environnement, et va également élargir les narines et la gorge, ce qui peut permettre de crier plus fort. Donc toutes les modifications sont des effets physiologiques répondant à la libération de l'hormone. Donc la libération d'adrénaline, qui est une hormone surrénalienne, constitue la première réponse hormonale et la durée d'action de l'adrénaline est d'environ de 2 minutes. Donc suite à la phase d'alerte, il y a une seconde phase qui se déclenche qu'on appelle phase de résistance qui implique le fonctionnement de l'axe hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien.
Donc cette seconde réponse hormonale se produit quelques minutes après la sécrétion d'adrénaline. Elle est plus lente mais plus durable. Donc il faut savoir que l'hypothalamus est relié par des capillaires sanguins à l'hypophyse, qui est une glande située sous le cerveau. Donc tout d'abord, lors de cette phase de résistance, les neurones hypothalamiques vont sécréter une hormone qu'on appelle CRH, donc corticotropine. Et cette hormone, comme elle est sécrétée par des neurones, on appelle ça une neurohormone. La CRH sécrétée va passer par la tige pituitaire, puis va ensuite être libérée dans les capillaires de l'hypophyse. Cela va entraîner une sécrétion d'une autre hormone hypophysaire qu'on appelle ACTH, et elle est sécrétée par la glande antéhypophyse. Donc ACTH signifie adrénocorticotrophine. Cette hormone va circuler dans le sang et va arriver au niveau des glandes surrénales et va ensuite déclencher la sécrétion d'une nouvelle hormone, cette fois-ci cortico-surrénalienne, par le cortex surrénalien, qui est la partie périphérique des glandes surrénales. Donc on retrouve tout ça sur le schéma. Donc le cortisol va avoir également des effets physiologiques. Il va inhiber la réponse immunitaire inflammatoire et l'immunité acquise. Cela veut donc dire que si on se blesse, la douleur ne sera ressentie que quelques instants après, ce qui permet au moment présent de ne pas ressentir de douleur. Il va aussi se fixer sur des récepteurs cytoplasmiques sur les cellules hépatiques, ce qui va donc déclencher une augmentation de la glycémie par la glycogénolyse, donc ça c'est pareil que l'adrénaline, mais également par la néoglucogenèse, c'est-à-dire par la fabrication de glucose à partir de molécules non glucidiques telles que le glycérol et les acides aminés. Donc voilà, on a étudié les modes d'action des deux hormones. Cependant, il y a un problème qui persiste, car suite à la libération de cortisol, le taux sanguin de celui-ci est élevé et de façon anormale par rapport à une situation de non-stress. Donc cette variable, qui est le taux sanguin, doit être régulée. Eh bien, c'est le cortisol lui-même qui va réguler cette perturbation, car il va se fixer sur des récepteurs spécifiques sur l'hypothalamus et l'hypophyse, qui jouent ici le rôle de capteur. La fixation du cortisol sur les récepteurs hypothalamiques et hypophysaires va provoquer l'inhibition de la sécrétion de CRH par l'hypothalamus et d'ACTH par l'hypophyse. Donc ils peuvent être ici représentés par le centre de contrôle. Et du coup, comme il n'y a plus de sécrétion d'hormones, les deux glandes surrénales ne vont plus sécréter de cortisol. Donc la perturbation, qui correspond au taux sanguin de cortisol élevé, va être corrigée. Donc le cortisol exerce ce qu'on appelle un rétrocontrôle négatif, c'est-à-dire qu'il va diminuer le taux sanguin de l'hormone dans le sang, donc il va permettre un retour à la normale. Donc tous ces effets rétroactifs correspondent à la résilience. Donc la résilience, c'est la capacité de l'organisme à retrouver des conditions de fonctionnement durables suite à une perturbation engendrée par un agent stresseur. Donc là, il y a un petit schéma qui illustre l'effet rétroactif du cortisol. Donc quand on voit qu'il est injecté, il y a une diminution de la concentration en ACTH et en CRH. Donc voilà, c'est tout pour ce chapitre. On peut dire en bilan que le stress aigu correspond à une adaptation physiologique et comportementale rapide face à n'importe quel type d'agent stresseur.